Bon alors, bonsoir. Bonsoir à tous. Vraiment merci de votre présence pour cette présentation de saison. On va essayer de l'amener au pas de charge, vous êtes d'accord? Mais somme toute, je vais faire comme le veut la coutume, un petit mot d'introduction. Donc, je voulais vous parler du fait que j'ai récemment, à la recherche de partenaires pour un projet européen, fait un voyage à Palerme. C'était un voyage saisissant, au milieu de militants, d'artistes, de juristes, d'intellectuels, antifascistes. Il y avait là, entre autres, Mimmo Lucarno, le maire de Riace, ce village de Calabre qui s'était ouvert aux migrants pour lutter contre sa propre désertification et dont, vous le savez, Matteo Salvini a fait un de ses symboles immédiats de reprise en main des choses. J'ai assisté là-bas à des débats stupéfiants. Il y avait des juristes mobilisés sur l'interprétation du droit, à opposer aux mesures du gouvernement emportées par Salvini, des juristes qui se battent pied à pied sur toutes les formes du droit, le droit constitutionnel, le droit des étrangers, le droit d'association, le droit d'expression, le droit de la mer, etc. Et il y avait des gens qui rétorquaient à ces juristes « Vous n'avez pas compris, ce sont des fascistes. Ils prononceront une juridiction d'exception. Le droit est leur spécialité. » Et ces gens proposaient que se constitue à Riace un lieu de type nouveau, un lieu où, disaient-ils, les fascistes ne pourraient pas entrer, une sorte de commune de Paris, un symbole international à protéger. J'ai vécu ce voyage comme une cure de réel. J'ai vu ces gens, mes confrères artistes, qui, dans des situations de grande précarité, s'organisaient, faisaient de leurs œuvres des actes, intervenaient dans l'espace public, constituaient des lieux d'un nouveau type, une coopérative par exemple qui, avec les dividendes de son restaurant, avait acheté un bateau pour aller sauver les gens en mer, et qui, dans le même temps, essayait d'associer la jeunesse populaire à leurs questions, en composant un équipage issu des quartiers les plus pauvres de Palerme. J'ai compris, par cette connaissance que donne la rencontre, que les choses en étaient là-bas, en Italie comme ailleurs, on le sait. Et j'ai pensé bien sûr que nous avions de la chance, nous qui pouvions œuvrer de la même manière à préserver les éléments d'une pensée bonne pour tous, à affronter les contradictions d'un monde tourmenté, mais qui pouvions le faire dans la paix, dans le calme du temps long, dans l'amitié très douce que nous donnent nos lieux et nos moyens. Je me suis dit, comment honorerons-nous mieux encore cette chance? Comment ne nous déroberons-nous pas, non à sauver le monde, mais à être nous, artistes, avec les gens, proches, sans crainte, sans limite au partage des questions, leur offrant la protection et le champ de pensée qui libère, qui soulage, qui justifie, qui encourage, qui reconnaît, qu'est l'art. Cette référence à la commune de Paris, là-bas à Palerme, m'a ému aux larmes. Et le maire de Riace, qui est un homme enfant, un homme comme il y en a peu, inconscient de son courage, et qui est donc le courage même, portait en lui cette douceur têtue, qui m'a fait penser à vous. Elle m'a fait penser aux artistes de ce théâtre. Quand nous avons pris la direction, vous le savez, un des points sur lesquels nous voulions travailler était la confrérie elle-même. Comment un lieu permettait que soit construite une vraie confrérie d'artistes, une confrérie qui discute, partage, se livre à cette disputatio dont parle Godard. Alors là, je viens d'accomplir un de mes rituels annuels, citer Godard dans la présentation de saison, et comment cette confrérie pourrait prendre soin ensemble de la question commune de l'art théâtral, comment elle s'y aide. C'est pourquoi ce soir, je tenais vraiment à ce que les artistes associés soient là avec nous. Je voulais qu'ensemble nous montrions ce qu'est devenu notre théâtre, qui est un lieu très unique par son amitié, sa capacité à réunir ce qui est souvent séparé, atomisé, les couches de population séparées, les artistes aussi, trop peu souvent ensemble, cherchant à construire une pensée partagée de notre fonction et des moyens à y employer. Notre lieu exposé, vaillant,
assez doux aussi quand on le laisse être. Ben, je voulais le mettre ce soir sous le sceau de l'amitié simple et obstinée. Cette année, l'amitié a été précieuse. Et je voudrais dire bien sûr que cette destinée, c'est une équipe qui la rend possible. L'équipe du Théâtre de la Commune qui a beaucoup pris sur elle, porté ce théâtre, accompagné ses efforts vers une clarification plus grande et qui tente, je le crois, je le vois, d'être au rendez-vous de ce que la rencontre demande. Rencontrer un artiste, à rencontrer par lui la transformation que son œuvre tente en nous, qui que nous soyons. Bon, nous y sommes, je crois, particulièrement ici, à ce point d'altération, de désir d'être changé, relancé. Donc, merci à tous, à vous, les amis, avec qui nous allons, une fois n'est pas coutume, tenter de décrire la saison qui vient. Et dans un même mouvement, tenter de dire pourquoi nous sommes là. Alors, bonne soirée, et on va commencer. Et on s'était dit qu'on commencerait par une toute petite discussion pour que vous puissiez dire, eh bien, qu'est-ce que c'est que d'être ici, pourquoi on est dans un théâtre comme celui-ci, pourquoi vous êtes là, en fait. Parce que tu nous as invités. Qui commence? C'est Marion sur la feuille. Désolé. Hein. Alors du coup, moi j'ai réfléchi, c'est vrai quand j'ai pensé à pourquoi je suis ici, et je me suis souvenue d'une des premières fois que je suis venue ici, et en fait c'était, je pense que ça a été l'élément déclencheur qui a fait que finalement je me retrouve ici à pouvoir faire des spectacles. En fait c'est que je suis venue voir il y a quelques années un spectacle de Laurent Chétoine, c'était dans l'autre salle. Et j'étais avec des amis. Et en fait, pendant le spectacle, j'ai rigolé. Alors que je pense que c'était pas censé être le moment où il fallait rire. Et parce que je voyais quelque chose qui se tentait et puis il y avait une maladresse qui m'a fait rire. Et à la sortie, il y a Frédéric Saccar qui m'a demandé, que je connaissais pas, et qui m'a demandé pourquoi vous riez, est-ce que vous vous moquiez? Et du coup, j'ai répondu, non, j'ai expliqué en fait mon rire, et puis en même temps j'aimais beaucoup le chorégraphe qui présentait ce travail, même si je considérais que cette pièce était un peu ratée. Et du coup, on a commencé à discuter, et en fait je me suis dit, j'ai trouvé ça assez agréable en fait de pouvoir parler assez franchement d'un spectacle, et du coup la discussion a commencé comme ça, et c'est comme ça que petit à petit on a commencé à se connaître, et qu'ils ont pu aussi à leur tour voir ce que je faisais, et notamment le Grand Sommeil. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Et du coup, voilà, j'ai commencé, ils m'ont accueilli ici, puisque c'est la première fois qu'une institution théâtrale me soutenait. Et voilà, et depuis, j'ai la chance de travailler avec toute l'équipe du théâtre. Alors, je n'ai pas cité tout le monde, mais merci beaucoup. C'est moi-même. Alors, moi, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai atterri ici. Parce que je t'ai écrit une lettre... C'est vrai? Une petite lettre d'admiration, disant « Cher Jérôme Bel, je vous admire. Est-ce que vous pouvez venir ?» Mais j'arrive. Bon, ben voilà. Donc, je suis là à cause de ça. Et puis, en fait, je me suis bien plu. Parce que j'ai vu qu'il se passait dans ce théâtre quelque chose qui ne se passait pas ailleurs. C'est-à-dire, en l'occurrence, pour moi, ce que vous avez appelé très vite les pièces d'actualité, et qui a ouvert avec la première d'Olivier. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, qui était qu'on ne voyait pas ailleurs, et ça m'a intéressé. Et c'est pratique pour moi. Non, c'est vrai, je vis en vélo, je fais une demi-heure, et c'est agréable, c'est le long du canal. Et tu fais ce que
tu veux, en fait. Et je fais ce que je veux, en fait. On appelle, on dit est-ce qu'il y a de la place pour travailler, j'ai ce projet-là. Voilà, c'est pas très compliqué. Et aussi, donc moi j'aime beaucoup parce que j'ai toujours des problèmes avec les équipes techniques, qui m'engueulent souvent. Et là, je m'engueule pas avec les gens ici. Donc ça, c'est très rare. Ils font tout pour m'être agréable. Donc je les remercie publiquement. Et aussi, je pense que c'est une influence sur le travail, puisque en général, j'ouvre, c'est-à-dire je fais la première ici, je me pose toujours dans l'imaginaire, quand je travaille la pièce, à un moment, je pense au spectateur et à la spectatrice, et le fait que... Pardon ? Il y a une objection ? Ah, bonsoir. Et en fait, je m'adresse à quelqu'un de ce public ici, qui n'est pas le même qu'ailleurs. Et ça change un peu la donne, et c'est évidemment stimulant pour moi. J'en ai fini. Maxime. Moi, je voulais parler de ce que vous, au théâtre, vous performez, de l'idée que si le théâtre est un lieu pour l'art, alors il doit s'ouvrir, il doit se rendre disponible aux coordonnées encore inédites ou à venir qui pourraient le constituer. Donc il me semble que c'est un projet qui nécessite un plan, et qu'ici le plan il est très, très clair en fait. Donc c'est l'école, c'est les pièces d'actualité, c'est le studio des acteurs, c'est le laboratoire pour des acteurs nouveaux. C'est tout ça, et que ça effectivement, ça a une influence, que quand on assiste ou que l'on joue devant l'école, on comprend que le public, ça n'est pas une notion figée. Et donc ça, c'est très joyeux. Voilà. Je vais revenir sur les pièces d'actualité, parce que c'est comme ça, en fait, que je suis rentré. Donc, en fait, moi, je travaille depuis longtemps sur des matériaux documentaires bruts, mais que je mettais en vis-à-vis avec des textes du passé, dans l'idée de mettre le théâtre dans l'histoire. Et Frédéric et Marie-Josée m'ont dit, écoute, on a un programme de pièces d'actualité, mais c'est un espace d'expérimentation autre pour essayer justement de chercher d'autres voies. Et du coup, j'ai accepté, plutôt dans l'idée d'une chose qui s'invente et qui s'expérimente. Donc le programme des pièces d'actualité, c'est comment le réel inspire les artistes, le réel d'Aubervilliers inspire les artistes, et qu'est-ce que ça fait à leur art, et aussi qu'est-ce que le théâtre fait sur la vie des gens. Donc voilà, donc on a créé une pièce qui s'appelait 80 avenue Victor Hugo. Et au départ, quand on les a rencontrés, donc c'était un collectif de sans-papiers qui occupait le 81 avenue Victor Hugo, une ancienne agence de Pôle emploi. Et on a été voir Marie-Josée et Frédéric en leur disant, écoutez, on veut travailler avec eux, mais ça va être très compliqué, on ne sait pas comment faire, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être sur scène, puisque pour une série de 10 représentations, le théâtre légalement est obligé de payer les gens. Et en même temps, c'est pas possible de faire des contrats à des sans-papiers. Voilà. Donc à ce moment-là, Marie-Josée et Frédéric ont dit, on ne sait pas comment on fera, mais on le fera. Voilà. Et ça, c'est un signe fort. Enfin, et puis il y a eu d'autres choses ensuite que vous connaissez avec l'école des actes, etc. Donc c'est un lieu d'hospitalité, et aussi pour les artistes, quand je parlais d'expérimentation, c'est un lieu de production, mais aussi de réflexion. Et donc c'était une très très belle aventure où on a vraiment travaillé ensemble pour inventer en fait des solutions très concrètes pour faire ce spectacle qui était un peu plus qu'un spectacle en vérité. Voilà, et du coup, comme ils acceptent que je sois encore à leur table pour l'instant, je reste un petit peu, et donc je continuerai à travailler sur le territoire d'Aubervilliers pour une prochaine pièce d'actualité, la pièce d'actualité numéro 15. Bon, merci. Fred, on enchaîne ? Oui, tu enchaînes. Oui. J'enchaîne. Alors, on va passer à la présentation des éléments de la saison suivante. Et on va commencer par la pièce d'actualité numéro 14, qu'on a décidé de confier à Richard Maxwell, donc, qui est un auteur et metteur en scène new-yorkais, dont j'ai présenté cette année un texte.
Et c'est très enthousiasmant de voir un New-Yorkais à Aubervilliers se demander qu'est-ce qu'il pourrait bien faire en termes de théâtre. Et comme il le disait, je suis un peu comme la personne la moins indiquée qui soit pour faire du théâtre à Aubervilliers. Je ne parle pas la langue, je viens de New York. Et la chose frappante, c'est que immédiatement, Maxwell a été considérablement ému par la ville. Il a même dit à des amis qu'il avait enfin trouvé un lieu. On le sent d'ailleurs, il ne veut pas nous quitter. Il a du mal à reprendre son avion. Et tout de suite, il a posé une question très étrange qui était je veux bien faire une pièce d'actualité, mais je voudrais qu'elle soit utile aux gens. Il a essayé de raisonner en termes non pas simplement d'activité artistique intrinsèque, mais comme tout de suite l'idée que s'il était là, il devait faire quelque chose qui soit utile au-delà de la pièce elle-même. Il a décidé de travailler avec des gens qu'il a rencontrés dans des squats notamment, et il leur a posé une question très simple qui était si vous étiez le roi, la mère de la ville, qu'est-ce que vous feriez de ce théâtre ? À ça, les gens convoqués ont répondu c'est pas une très bonne formulation de dire si on était le roi, parce que les rois détruisent les choses bien. Donc on préfère parler en termes de peuple souverain. Voilà. Et donc ils sont en train de mener une enquête. On a conservé l'idée qu'ils étaient rois de leurs idées. Et ils sont en train de faire une enquête qui devrait déboucher sur une proposition de transformation ou de consolidation de ce théâtre, le théâtre de la Commune. Voilà. Ce sera la pièce qui introduira la saison voilà, à New-Yorkais, à Aubervilliers. Ensuite, on accueille 2 spectacles australiens, donc comme un focus sur la création australienne, avec 2 spectacles qu'on donnera donc dans les 2 salles, et on pourra voir les 2 spectacles, puisque c'est 2 spectacles qui sont de format assez court. Et voilà, je te laisse présenter les 2 peut-être spectacles. Oui, alors c'est des spectacles qui nous ont beaucoup intéressés parce qu'ils mettent un petit peu, ils secouent le médium, notamment celui qui est présenté par Léa Shelton, Terror Australis, oui c'est ça, qui en fait est une performeuse, elle fait des one-man shows, c'est une espèce de féministe radicale, très comme ça, très engagée, qui assume des positions de provocation, le mauvais goût. Donc elle vient nous parler de son pays, et en particulier des dingos de toutes sortes qui le peuplent, animaux et crétins divers. Et elle le propose en fait sous la forme comme ça d'une espèce de cabaret comme ça, très dynamique, très frontal et assumé, et bien de faire une enquête en effet sur ce qui constitue quand même la masculinité violente, enfin légèrement fascisante de l'Australie. Et elle propose un jeu avec les genres, donc le one-man show, le gros dérapage vers les codes du film d'horreur et autres plaisanteries. Et je pense que c'est bien de voir ça parce que c'est un usage du médium qui est beaucoup plus, comment dire, je crois, enfin, qui est très libre et qui n'a pas peur du mélange des genres, en fait, qui nous sort un peu de la question de l'art théâtral dans ce qu'il a comme ça de préserver ou de sacrer. Et donc je pense que ça va secouer, et tout en étant, je pense, très sérieux sur le plan de la colère et de ce qu'il y a essayé de penser des situations. Ensuite, on a une compagnie donc, qui est dirigée par Adriano Cortese, et qui, lui, a fait une sorte, enfin, est parti sur les bases d'un théâtre documentaire, un théâtre enquête sur les rituels du quotidien. Au départ, c'est basé sur la rencontre avec des passants d'une rue de Melbourne. Et sa question, c'est en fait comment se jouent les rencontres, quelle capacité avons-nous à être sincères devant un parfait inconnu, qu'est-ce que finalement la rencontre avec des gens inconnus permet d'explorer de l'autre, permet d'explorer aussi du régime par lequel
on parle de soi, qu'est-ce que ça permet de livrer, éventuellement de découvrir de soi-même. Et la question pour lui, c'est une question théâtrale, c'est quelle est la part de fiction quelle est la part de fiction qu'on met en œuvre dans les représentations que l'on donne de soi. Donc c'est un théâtre qui vient interroger les codes sociaux, interroger les codes du théâtre et voir finalement comment le principe de fiction est un principe actif dans notre propre vie et dans notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Oui, juste dire donc que ce spectacle est accueilli dans le cadre du Festival d'automne, tout comme les 2 prochaines créations de Jérôme Bel dont il va vous parler. Alors, donc il y en a 2. Donc le premier s'appelle Rétrospective, donc qui, à mon avis, il vient d'un peu ce que j'avais fait il y a 2 ans quand j'avais fait un spectacle en moins où j'avais pu. Donc ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que ici je peux faire ce que je veux, quoi. J'ai l'impression. Non mais c'est vrai, j'ai oublié de le dire dans le début. Donc j'avais fait un truc complètement, je sais pas quoi, qui s'appelait un spectacle en moins où j'ai changé tous les soirs. Et en fait, ça n'a rien donné formellement, sinon que maintenant ça ressurgit sous d'autres formes. Dont un film qui s'appelle Rétrospective, qui est un montage à partir des archives de la compagnie, des vieilles vidéos pourries qui traînent dans les bureaux, plus des films que j'ai fait pour la télévision et plus des films que j'ai fait pour les musées. Donc j'ai monté, et c'est comme une sorte d'exposition, comme si j'étais mort en fait. Et on voyait ce qu'on appelle une rétrospective. On voit l'évolution du travail. Voilà, c'est pas encore très bien compris par le milieu. On a eu la première à Berlin. Et puis, mais visiblement, ça fait un peu d'effet dans le cinéma, parce que le film est sélectionné au Festival de Marseille, au FID et à Doc Lisboa. Donc ça, c'est super. Mais vous le verrez ici. Dans cette salle, je crois ? Oui. Ouais. Parce que ce qui n'est pas compris, c'est que tu proposes un film, en fait, c'est ça ? Ouais. Par le milieu théâtral. Ouais. C'est comme faire un film, montrer un film dans un théâtre, c'est comme se tirer une balle dans le pied, en fait. Hein. C'est le plus gros tabou. Le théâtre tient par le fait qu'il y ait des choses vivantes. Or là, elles sont mortes. Non, oui, elles sont mortes, mais voilà, il faut regarder la mort en face. Ensuite, en parlant de mort, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Isadora Duncan sur une chorégraphe américaine morte depuis 100 ans. À peu près en 27, ça sera le centenaire de la mort d'Isadora Duncan. Donc j'ai lu le livre par hasard, j'avais un train à prendre. J'ai pris ce livre qui s'appelle Ma vie, où elle raconte sa vie, c'est son autobiographie. Et à la fin, en arrivant à destination, je me suis dit que je pourrais faire pas un film, mais un spectacle qui, comme je l'ai fait un peu sous forme différente pour la Véronique Doisneau, à l'Opéra de Paris, etc. Mais là, voilà, donc j'ai trouvé, je raconte sa vie grâce à une danseuse française, qui est donc une danseuse duncanienne, qui a étudié Duncan pendant 40 ans et qui danse à nouveau, enfin, ce qu'il reste, ce qu'elle croit se souvenir de ses danses. Voilà, donc c'est une pièce là. Alors, donc la première, attention, il y a de la nudité. Rétrospective, il y a des gens tout nus, donc attention les amis. Et Isadora Duncan, par contre, il n'y a pas de nudité et c'est très didactique, ça raconte une histoire très simplement. J'ai testé avec quelques personnes ici pendant les répétitions qui travaillent ici et d'après eux, tout se passe bien. Ils ont tout compris et donc voilà, donc je suis content. Et voilà. Oui, parce qu'ici on teste. Ici on teste, on va dans les bureaux, on dit est-ce que vous pouvez descendre 1 heure, il faut que je vous montre quelque chose. Et ça, c'est chouette. Donc, c'est des dernières bonnes nouvelles, quoi.
Moi, ce que j'ai vu un filage. Et bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, hein, Duncan, c'est quand même une figure explosive, en fait. C'est une figure de libération de la danse. Et puis, c'est une pionnière. C'est ce qu'on appelle la grand-mère de la danse moderne. C'est la première qui a pété tout en disant « je danse comme ceci, je danse comme cela ». Et d'une certaine manière, historiquement, la danse moderne naît. Oui. Donc sans elle, je ne serais pas là. Oui. Et ce qui est très beau aussi, c'est de voir qu'en fait, elle fait travailler directement l'imaginaire. En fait, elle cherche un mode d'expressivité dansée qui est articulé à des images. Enfin, c'est ça que le processus montre et qui est très frappant. En fait, c'est comment en fait on danse avec des idées, des mots, des images. En fait. Oui, c'est une sorte d'invention, comme presque un dessin d'enfant, quelque chose qui naît. Elle doit imaginer une nouvelle danse, et ensuite nous, ces outils qu'elle met en place, on va les utiliser, sans le savoir souvent d'ailleurs. Et là, je fais un peu justement l'histoire de cette invention. Et donc, pour terminer, en fait, dans le bus, en venant, je me disais que ces deux spectacles ont à voir avec l'œuvre. C'est-à-dire, dans rétrospective, je m'interroge sur mon passé, donc une chose que j'avais jamais pensé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'œuvre, c'est-à-dire un mot qui est un peu difficile à prononcer, je dois dire, mais qui est tout ce corpus de travaux que j'ai fait pendant 25 ans, et Isadora, c'est toute sa vie, voilà, ça c'est les deux choses, mon obsession pour le déploiement de l'œuvre, et pas seulement une pièce maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être pas une pièce d'actualité. Oui, c'est vrai. Ce sont des pièces anti-actualité. Voilà, oui, c'est vrai. Oui. C'est ce qui est frappant dans rétrospective, c'est vraiment ça fait méditer sur ce qu'est une œuvre en fait. Ouais. Et comment elle procède et à quel point elle est composée de pièces diverses, mais qui toutes tentent d'élucider. Et comment ça avance, quoi. Ouais, comment ça avance. Sur 25 ans, tu travailles et tu trouves des solutions de plus en plus satisfaisantes ou pas. Enfin, j'ai montré que donc j'ai dû choisir, donc j'ai montré que les choses satisfaisantes, évidemment. Toutes les erreurs, les impasses, je les ai laissées de côté. Hein. Je montre... oui, non, je suis quand même pas masochiste. Pas encore. Voilà, j'en ai terminé. Bon, merci. Oui, je vous en prie. Donc je vais vous présenter rapidement Artaud de Sergio Boris. Donc Sergio Boris, c'est un metteur en scène argentin qu'on avait accueilli lors de notre première saison. Certains d'entre vous doivent se souvenir de ce spectacle très très beau qui s'appelait Viejo, Solo y Puto, avec des interprètes extraordinaires qui sont à la fois héritiers de la grande tradition de la grande école d'acteurs naturalistes, enfin des grands acteurs expressifs, capables d'incarner comme ça des personnages, enfin des figures humaines très intenses, et en même temps une théâtralité qui cherche la grâce dans les choses les plus petites, les éléments comme ça de la réalité, du détail, une sorte de grâce par en dessous. Ça nous avait beaucoup bouleversés, et donc depuis l'Argentine, Sergio nous a appelés à l'aide en disant qu'il travaillait à une œuvre qui lui paraissait très importante, donc Artaud, et il nous demandait si on pouvait encore une fois lui faire hospitalité. Alors on est content parce que on a été vaillant, on a réuni les moyens pour faire revenir les Argentins. La pièce, elle est inspirée des écrits d'Artaud à Rodez, donc c'est une méditation sur la folie, mais qui vient évidemment se localiser, se remettre en situation, se retravailler à partir d'une situation à Buenos Aires, des gens qui seraient dans un garage qui serait une sorte d'hôpital psychiatrique bricolé, où règne un principe d'anarchie, à notre sens, et qui sont chassés par les promoteurs et la police. Je pense que voilà, donc moi j'aime énormément Sergio Boris, j'aime énormément espèce de principe foisonnant d'une humanité comme ça qui vit sa vie sous nos yeux avec l'intensité comme ça, lyrique aussi, des Argentins, et qui en même temps
voilà, choisi de passer par une sorte d'infra-récit. Il s'agit d'être avec eux. Et par là, tout d'un coup, on s'aperçoit tout simplement comment les gens, en particulier les plus exposés, comment les gens ont un accès à l'infini, à la grâce, portent des aspirations merveilleuses, quoi. Et c'est toujours une brèche quand ça a lieu, c'est très bouleversant. Donc voilà, on est très heureux de recevoir de nouveau Sergio Boris de Buenos Aires. Ensuite, on a un spectacle qui s'appelle Dark Circus de la compagnie Stéréoptique. Donc je vais aller rapidement puisque c'est en fait une compagnie dont vous avez sûrement pu voir le travail. Ce spectacle même est un ancien spectacle qui a pas mal tourné déjà en Île-de-France et sur tout le territoire. Donc c'est un spectacle qu'on accueille et qui est destiné aux enfants à partir de 8 ans, mais également aux adultes. Donc c'est les spectacles, on dit, qui sont tout public. Donc Stéréoptique, c'est un duo composé de Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, qui sont tous deux plasticiens et musiciens. Et à partir d'une partition écrite et construite à 4 mains, chacun de leurs spectacles se fabrique sous le regard du public. Dessins, théâtre d'ombre, d'objets, de marionnettes, films muets, concerts acoustiques ou électroniques, contes, dessins animés sont autant de domaines que dont la compagnie brouille les frontières. À chaque fois, le même principe, donner à voir le processus technique qui conduit à l'apparition des personnages et des tableaux d'une histoire. Donc pour Dark Circus, ils ont fait appel à PEF, qui est donc un auteur de livres pour jeunesse, qui leur a écrit une histoire, qui a imaginé ce conte. Donc sur la piste du Dark Circus, tous les artistes ratent leur numéro, la trapéziste chute, le dompteur se fait dévorer, l'homme canon fait un mauvais atterrissage, jusqu'à un certain jour, et je n'en dirai pas plus. Donc ils sont 2 en scène, Romain Bermond qui manie le fusain et l'encre, le papier découpé et des petites marionnettes, qui dessinent donc des tableaux en noir et blanc, et Jean-Baptiste Maillet qui est au clavier, à la basse, à l'harmonica, entre autres, qui donne donc vie à une musique qui est parfois mélancolique et qui enveloppe le récit de ce cirque à l'envers. Voilà. Ensuite, Gramma ou les trombones de la Havane, qui est un spectacle de Rimini Protocol. Alors, les Rimini Protocol, c'est un collectif allemand qui est présent un peu partout sur les scènes mondiales aujourd'hui, depuis la fin des années 90, lorsqu'ils sont sortis ils se sont rencontrés dans une école, l'école de Gießen, dont Marion pourra vous parler, puisqu'elle a travaillé dans cette école. Ils font partie de ceux qui, on peut dire, ont fortement contribué à relancer le théâtre documentaire à cette époque. Leur travail se singularise, entre autres, par le fait qu'ils ne travaillent jamais avec des acteurs, mais des personnes dont le théâtre n'est pas le métier et qui se présentent sur le plateau pour ce qu'ils sont. Donc ils recherchent et recrutent ces personnes en fonction des problématiques qu'ils abordent. Ils appellent ces personnes qui convoquent les experts du quotidien. Voilà. Donc là, c'est Gramma, les trombones de la Havane. Gramma, c'est le nom du bateau sur lequel Fidel Castro et ses barbus sont partis à l'assaut de Cuba pour renverser la dictature de Batista. Vous vous en souvenez, c'était en 1959, il y a 60 ans maintenant. Et ce qui a intéressé Stéphane Kagui, qui est donc le metteur en scène pour ce spectacle du collectif, c'est de voir qu'est-ce qui restait de cet événement, les avancées concrètes, les souvenirs, les mythologies aussi et les espérances. Alors aujourd'hui à Cuba, du fait d'une pénurie de logements, la génération qui prend en main le destin de l'île doit souvent cohabiter avec la génération antérieure, celle qui a justement fait la révolution et qui a déterminé le destin de Cuba. Et c'est à partir de cette donnée que Stéphane Kagui est parti. Donc il nous propose en fait un portrait de la Révolution décentré, puisque c'est à partir des petits-enfants en fait qu'il raconte cet événement. Sur scène, on a 4 jeunes, donc trentenaires,
un informaticien, un prof d'histoire, et puis je ne me rappelle plus exactement quoi d'autre comme métier. Mais chacun a eu des grands-parents qui ont pris une part à la révolution cubaine de façon importante, et ils racontent donc leur rapport à leurs grands-parents, leur manière de percevoir l'héritage de la révolution, et ce qui, selon eux, est encore actif ou pas aujourd'hui à Cuba. Et donc ils nous présentent à la fois des vidéos d'archives, mais aussi des interviews qu'ils ont fait avec leurs aînés. C'est parfois ludique, d'autres fois assez poignant. Et ce qui ressort d'eux, c'est... alors donc j'ai vu le spectacle à Berlin, et c'était comme une immense fierté de leur pays, de leur histoire. Et le désir, il m'a semblé aussi d'inventer une voix qui leur soit propre, souvent loin des clichés qui peuvent circuler sur Cuba. Voilà, donc les trombones de La Havane, parce que tout au long de la représentation, il y a des musiques qui scandent comme ça le spectacle, avec des trombones interprétés par les protagonistes, avec des airs patriotiques qui sont revisités. Juste dire que, honnêtement, à la commune, on n'est pas toujours fan de ce que fait les Rimini Protocoles, même si on avait accueilli un spectacle pour la deuxième saison. Parce que des fois, le côté documentaire, comme ça, on trouve que ça assèche un peu le plateau. Mais pour ce spectacle, je vous assure que ça c'est pas le cas. C'est justement même, je trouve, bon, je connais pas tous les spectacles de Rimini, loin s'en faut, puisqu'ils produisent beaucoup. Mais justement, j'ai trouvé qu'il y avait comme une théâtralité là que je ne trouvais pas auparavant. Et voilà, donc ça a été créé à Berlin en avril, ça a été ensuite donné à Lausanne, ce sera repris au Festival d'Avignon cet été, et nous avons le plaisir de l'accueillir dans le cadre du Festival d'automne. Je dois avouer que Stéphane Cagui a beaucoup insisté pour que ce soit à Aubervilliers. Il voulait que ce soit vraiment spécifiquement à Aubervilliers. Marion, peut-être tu peux, parce que tu as travaillé avec eux, je crois, ou en tout cas, tu connais l'école dont ils sont sortis, puis je crois que tu as écrit pour eux. Mais simplement quelques mots juste pour dire que voilà, ils se sont formés, c'était un collectif, donc ils se sont formés en étudiant à peu près tous les aspects de ce qu'on appelle le théâtre de manière autodidacte, la lumière, le son, l'écriture, en faisant des pièces radiophoniques. Et du coup, c'est une approche du théâtre où on apprend à accorder autant d'importance à ce que va faire la lumière qu'à ce que va raconter le texte. Et du coup, c'est en Allemagne, donc à Gießen, qu'ils ont commencé à, comme il n'y avait pas d'acteurs dans cette école, à faire des pièces sur ce qui les entourait et à aller chercher des personnes qui habitaient près de chez eux. Maintenant, ils vont à Cuba, mais en tout cas, ça a commencé comme ça. En fait, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit, Fred, sur le fait que Stéphane Cagui a beaucoup insisté pour que ce soit à Aubervilliers. Hier, on était avec Noël, qui est dans la salle, Noël Casal, qui est un artiste, et qui nous disait la même chose. C'est très émouvant. C'est de plus en plus souvent le cas. Les artistes nous disent « je pourrais le faire ailleurs », mais je tiens beaucoup à ce que ce soit à Aubervilliers. Et donc je pense que c'est quand même... je pense que c'est assez rare. Voilà. Alors, ensuite, la pièce d'actualité numéro 12. Je vous laisse la présenter. C'est la reprise. Oui, donc c'est une reprise d'une des pièces d'actualité que nous avons eu la chance de créer cette année. Donc c'est Marion qui en a fait la mise en scène. Jérôme, en fait, tu disais que tu... Je le conseille. On croirait l'émission de radio. Oui, on a dit que moi je l'ai vu, j'ai trouvé ça bien. De toute façon, moi j'aime toutes les pièces d'actualité. Enfin, c'est pas que je les aime toutes, mais je vais toutes les voir. Donc comme ça, je réfléchis pas. C'est comme si c'était un spectacle qui se plaçait au-dessus de la question de l'auteur, du metteur en scène, des acteurs. C'est une idée du théâtre qui m'intéresse, donc je vais voir comment chacun s'y coltine.
qui frotte, qui pique. D'autres propositions? Non, mais Marion avait dit qu'elle ne voulait pas parler de Si, son si, si, travail. mais en fait, si, mais je vais... Donc, non, c'est un beau spectacle avec... bon, moi, j'ai beaucoup aimé la danseuse, que je trouve qui danse très bien. Je ne sais pas comment tu l'as choisie, comment tu l'as trouvée, mais elle danse ce que j'appelle danser, c'est-à-dire qu'elle elle fait pas un numéro, comme on voit beaucoup, surtout dans sa pratique du hip-hop, sans doute elle doit danser quelque chose de plus précis que le hip-hop, non? C'est ça? Alors en fait, c'est une pièce du coup que j'ai faite pour 2 personnes, 2 artistes, Laetitia Kerfa et Originality, et Janice Bielleux. Et Elles ont leurs fans, c'est chouette. Et du coup, voilà, la danseuse Janice Bielleux, elle fait du popping, du light fit, du hip-hop, ça c'est sa base. Et Laetitia Kerfa, elle est rappeuse, elle écrit ses textes, elle les porte sur scène, et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Parce que c'est quelque chose que j'aime voir au théâtre, des gens qui assument leurs émotions, leurs idées, ce qui les traverse, et qui en plus ont le talent de les interpréter. Et ce que disait Jérôme, oui, avec Janice, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui, dans sa danse, en fait, compose, et elle compose aussi, comme ça vient elle a fait beaucoup de freestyle, de battle, donc elle compose en fait en direct. La partition est suffisamment lâche pour qu'elle puisse en fait s'inspirer du public, de vous. Alors là, on joue ici, et du coup, elle passe le début de la pièce un peu à vous observer, à rentrer pour un peu s'inspirer de votre énergie. Et ensuite, la pièce se lance par Janice, et ensuite, c'est une traversée de leurs arts, de voir qu'est-ce que ça... d'elle aussi, et puis de voir qu'est-ce que la rencontre avec le théâtre, ça produit. On est très content de la reprendre, cette pièce, pour toutes les raisons que tu dis. Et c'est vrai que les pièces d'actualité, mais quand même ton art, Marion, apporte aussi des éléments nouveaux au théâtre, en fait. Il y a une espèce comme ça de réel. Bon, moi, je suis vieille, alors il y a des choses comme ça de la... du réel de la jeunesse, des imaginaires, mais aussi des énergies, et aussi une utilisation du plateau, une manière d'être au plateau, qui est pour moi complètement passionnante, inédite en fait. C'est pas... quand je disais que j'étais vieille, c'est que je sentais que moi j'avais quand même un principe d'idéalisation sur scène. Et là, je trouve que c'est une manière d'être aux prises avec ce que je sais pas, les gens vivent, en assumant parfaitement la rencontre du réel, de ce qui peut être vécu comme une scorie, des choses, la culture populaire, enfin, et tout ça emporté quand même par une haute idée du théâtre et du fait que ici se passe pour les gens quelque chose qui ne se passe pas ailleurs, en fait. Ouais, il se passe un truc bizarre dans la salle, puisque, en tout cas, le soir où j'étais, il y avait plein de gens, des jeunes gens, en l'occurrence, qui filmaient le spectacle. Donc, en général, moi, dès que quelqu'un sort son téléphone pour faire une photo, je le frappe. Parce que c'est interdit de filmer. Et là, il y en avait tellement que je ne pouvais pas frapper. Ils m'ont frappé avant, ils m'ont tué. Et en fait, et puis je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, d'ouvrir son téléphone portable, et finalement ça ne me gênait pas, c'était juste... en tout cas dans ce spectacle-là, avec l'énergie, il faisait des actions surprenantes, quoi. Comme par exemple, il y en a une qui cherchait, quand elle entendait de la musique, elle ouvrait Shazam, son application, et elle cherchait si elle ne pouvait pas télécharger la musique qui était sur scène. D'habitude, on va regarder le programme, on va chez son disquaire, et je rigole, mais pour vous faire marrer. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Parce que je pense qu'il va falloir quand même faire des spectacles où on peut, des gens peuvent filmer, quoi. Et là, ce qui est fort... Je sais pas comment on va faire, mais... Oui, puis en fait aussi, du coup, c'est le 3e spectacle qu'on présente de Marion. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ce qui est très surprenant, c'est de voir comment les gens sont révélés en fait sur scène.
Et là, bon, effectivement, c'est un spectacle à partir d'une rappeuse et d'une hip-hopeuse. Mais souvent, bon, je n'ai pas vu énormément de spectacles autour de ça, mais souvent, c'est quand même autour de l'identité comme ça qui assigne. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que tout en étant complètement dans cette matière-là, en fait, l'identité clôture pas, en fait. Et au contraire, finalement, à la fin du spectacle, on est ailleurs qu'au départ, en fait. Mais c'est vrai que je pense qu'on cherchait tous, il y avait cette idée qui court, qui est qu'on cherche quand même un nouveau rituel au théâtre. Hein. On cherche un nouveau rituel, les grandes questions de qui a le droit d'être là, quelles sont les places, comment ça faut-il encore conserver les mêmes places, quel est le contrat. Et je pense qu'à Aubervilliers, dans ce théâtre, en fait, on voit beaucoup les prémices d'une modification de ces rituels. Ça, c'est la cordialité du public aussi la cordialité, la composition du public, il a aussi beaucoup autorisé. Petit à petit, quelque chose s'est installé qui fait que je pense qu'on est à peu près tous prêts à tout et n'importe quoi. On est prêt à vivre des expériences avec une totale libéralité, quoi. Et ça, c'est très, 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 très agréable, en fait. Très, très particulier. Je le sens pas beaucoup dans les autres théâtres, en fait. Ici, c'est comment expérimental sur cette question qui est politique, en fait, hein, qui est, qu'est-ce qui nous réunit et comment ça nous réunit. Ça, c'est très, très bien. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un spectacle qui s'appelle Acteur, de Daperdutto. Donc, c'est une initiative que j'ai prise et qui a pour origine, en fait, une question qui m'a beaucoup traversée ces dernières années, à l'occasion de stages, de moments de formation que j'ai pu donner avec les acteurs. Il m'est apparu, en fait, c'était très bouleversant pour moi, à l'occasion d'un stage, notamment, que j'ai donné l'année dernière, discutant avec les acteurs qui étaient dans ce stage. Un stage, vous savez, dans la vie d'un acteur, c'est souvent un moment comme ça, récapitulatif, où les acteurs peuvent enfin parler d'eux-mêmes, expliquer beaucoup de choses de leur vie d'acteur, aussi les frustrations, les déceptions que génère la carrière, et comment souvent, en fait, ce qu'on leur demande sur scène est peu à la hauteur des espérances qu'ils mettent quand ils sont apprentis acteurs. Et ce stage m'avait beaucoup vraiment ému. Il y avait là des acteurs de toutes sortes, des jeunes, des vieux, et qui tout d'un coup, comme ça, parce qu'on travaillait librement, on n'était pas en train de faire un spectacle, mais on se posait des grandes questions sur qu'est-ce que c'est qu'interpréter. Ces acteurs m'avaient rendu très évident que finalement, aujourd'hui, au théâtre, on parle très peu des acteurs, et en tout cas, on contribue très peu à éclairer le fait que l'acteur est le noyau atomique de la création théâtrale. Et que finalement, les raisons pour lesquelles on veut être acteur, ce qu'on y met quand on travaille en termes de nécessité philosophique, existentielle, pourquoi on veut être acteur, qu'est-ce qui nous meut, qu'est-ce qu'on est venu faire au titre de l'humanité, ça disparaît souvent dans les spectacles, au profit de ce qu'on appelle le langage du metteur en scène ou au profit des nouvelles formes d'organisation collective, etc. Mais au fond, l'acteur comme le poète, en fait, l'inventeur, l'artiste principal et maximal du théâtre, celui par qui on comprend la portée des énoncés parce que c'est lui qui les pense et les met en œuvre sensiblement, ça c'est très peu... c'est très peu finalement visible au théâtre aujourd'hui. Et j'ai rencontré, donc dans mes pérégrinations, une jeune artiste qui s'appelle Daperdutto, et dont c'est l'obsession, en fait, dont c'est vraiment l'objectif, l'obsession, c'est mettre en œuvre et rendre sensible, intelligible au public, la question de l'acteur. Donc j'ai beaucoup été frappée comme ça, c'était des circonstances convergentes, et j'ai eu cette idée que me donne la possibilité, après tout, la direction du lieu. Je me suis dit, bon, moi je crois que je sais que j'ai avec moi des acteurs formidables, enfin je les aime, depuis 20 ans on travaille ensemble, et je me suis dit, voilà ce que j'aimerais faire,
c'est confier les acteurs que j'aime à ce jeune artiste, cette jeune artiste, pour que eh bien, l'enquête sur qu'est-ce que c'est qu'être acteur soit menée avec les acteurs que vous connaissez, Sylvia Etcheto, Olivier Auro, Juan Crespillo, enfin, mes acteurs. Et moi, j'avais très envie, parce que c'est quand même une question qui évidemment est taraudante pour moi, de voir la jeunesse travailler sur cette question et moi me mettre en position d'observation, d'assistanat, enfin bon. Donc je pense qu'on va faire un spectacle tout à fait formidable comme ça sur la question de l'acteur et qui va mettre au centre voilà, ce que l'acteur fait, a à dire et les raisons, les nécessités qui font qu'on fait ce métier qui n'est somme toute pas, qui n'est pas un métier commun et qui, vous le savez, comporte beaucoup de risques éthiques, beaucoup de risques. Enfin, on voit, on sait à quel point les acteurs se donnent à eux-mêmes une sorte de mission et essaient d'être fidèles à une image qu'ils se font de l'humanité, que c'est très difficile de la tenir dans l'exercice public qui est le théâtre. Et je pense que c'est très beau de voir réapparaître l'acteur parlant pour lui-même du risque qu'il prend et des joies qu'il invente dans son travail. Voilà. Donc, acteur. Acteur triste, quand même. Triste. Bah ouais. Enfin bon. Ouais, quand même. Bref. Donc oui, après, donc on accueillera un spectacle qui s'intitule « De quoi hier sera fait ». Donc mis en scène par Marie Lamachère, la compagnie Interstice. Donc c'est une compagnie qui travaille comme ça au long cours sur des cycles, on va dire. Et une des questions que s'est posée la compagnie au départ de son travail a été sommes-nous aujourd'hui en capacité de définir nos désirs quant au commun ? Et donc pour aborder cette question, ils se sont appuyés sur la philosophie de Charles Fourier, donc philosophe du 19e, qui, entre autres, repose sur le postulat suivant, qu'il ne s'agissait pas d'élaborer un lieu qui n'existerait pas, mais bien plutôt d'élaborer le bon lieu. Donc, chez Fourier, le modèle de société est basé sur un principe d'harmonie des passions, un monde où le désir humain serait inscrit dans l'ordre des causes, un monde où l'ensemble des passions pourraient se combiner et s'accorder l'une à l'autre, etc. Et donc, dans l'esprit de ces réflexions, les artistes ont voulu penser le commun, pas comme souvent c'est le cas en faisant les leçons et le jugement de l'histoire passée, mais plutôt à partir des désirs du présent, de ceux qui, en l'occurrence, cherchent à vivre autrement. Et donc, ce sont ces vies alternatives, ces utopies concrètes du présent et du futur que déploient à la ville comme à la campagne les deux pièces donc, qui forment ce diptyque sur les utopies. Donc, la première pièce qui traite des tentatives de vie alternative plutôt à la campagne a déjà été créée il y a 2 ans. Elle s'intitule « Nous qui habitons vos ruines ». Et elle continue d'être présentée et vous pourrez la découvrir donc à la MC 93 en septembre. Et donc nous on accueille le deuxième volet qui sera une création qui aura lieu en hiver, d'abord à Montpellier et par la suite ici, et donc qui s'intitule De quoi hier sera fait. Et qui traite là plutôt de ce qui s'invente dans les grandes villes et autres mégalopoles. Donc vous avez compris, c'est un travail qui est nourri par un protocole d'enquête documentaire mené par l'ensemble de l'équipe, la metteur en scène, mais aussi Barbara Mété-Chastanier, qu'on connaît ici puisqu'elle avait travaillé avec Olivier Coulon sur la pièce d'actualité dont on a parlé tout à l'heure, sur notamment l'agencement du texte. Les 3 acteurs, et puis il y a 4 acteurs nouveaux qui rejoignent la compagnie, dont certains issus du laboratoire des acteurs nouveaux qu'on a évoqué tout à l'heure et dont Marie-Jo parlera tout à l'heure un peu plus précisément.
Malgré ce que je viens de dire sur ce travail d'enquête, les deux pièces font le pari de la fiction, puisque dans cette double enquête théâtrale, guidée par les intuitions fourriéristes, il s'agit d'interroger comment on vit, on invente, on rêve, pour que la réalité soit autre chose qu'un constat arraché au programme. Donc aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville et nous serons, il paraît, plus de 2/3 à rejoindre les grands centres urbains au milieu du XXIe siècle. Donc la pièce, pour l'instant, bon, elle est en cours d'écriture, mais de ce que je sais, dans un monde qui pourrait être le nôtre dans quelques années, de quoi hier sera fait interroge ce devenir des villes, de Montréal à la banlieue parisienne, en passant par Athènes ou Brive. À travers le parcours de 7 personnages, la pièce pose des regards différents sur les chemins que nous pourrions emprunter entre aujourd'hui et 2050. En déployant des futurs alternatifs, elle nous donnera à voir des vies différentes, des vies qui nous tendent en miroir, des fictions possibles de futurs désirables. Voilà. Continue. Alors, ensuite, Marie-Jo, tu dois parler d'un spectacle qui s'intitule Sale Gosse. Sale Gosse, on l'a présenté cet hiver et on le représente parce que tout simplement Michel Didyme, que certains connaissent, qui est comme ça un artiste très chaleureux, il m'a dit tout simplement « Marie-Jo, je veux le rejouer chez toi, j'en ai absolument besoin, je veux continuer à rencontrer les jeunes de cette ville ». Et il a manifesté une telle ardeur à continuer le travail parce qu'il a adoré les gamins de la ville. On lui a dit, reviens. Alors, c'est une pièce assez dure quand même sur comment, en fait, au sein de l'institution scolaire, peut se mettre en place un processus de violence, en fait, d'ostracisation d'enfants et de persécution comme ça, ourdis par les enfants eux-mêmes, et comment, en fait, l'institution scolaire, enfin, le cadre, peut générer des choses catastrophiques à cet égard, rendant les élèves complices d'une dérive violente, en fait. C'est l'actrice qui est au centre est tout à fait formidable. Ça permet ensuite d'avoir des grands débats avec les enfants. Ça permet de symboliser des choses et de traiter avec eux des choses qui les font souffrir. De nommer pour eux les moments où ils ont senti qu'ils étaient entraînés vers quelque chose qui ne leur rend pas justice. Et donc, c'est un travail comme ça, que je crois très utile, et que Michel porte comme ça avec beaucoup de conviction. Il était très désireux de revenir. Il a dit qu'il voulait lui-même aller rencontrer les enseignants, aller rencontrer les enfants. Et ma foi, quand un désir est aussi fort, on n'a qu'à l'honorer, quoi. Donc on est très content que Michel reprenne sa pièce ici. Voilà. Ensuite, la reprise d'une pièce d'actualité. Oui, ensuite, effectivement, on accueille 2 spectacles en fait de Monika Gunderfer qu'on a déjà accueillis à plusieurs reprises, et notamment sur effectivement une reprise d'une pièce d'actualité qui s'intitulait Trop d'inspiration dans le 93, qu'on a créé, il me semble, il y a 2 ans maintenant. Donc, je vais laisser Marion parler du travail, peut-être la démarche générale de Monika, puisqu'elle a déjà eu l'occasion de travailler avec elle sur une précédente création. Alors, du coup, Monika Gintersdorfer, ça fait un peu plus de 15 ans qu'elle travaille avec des artistes, des danseurs, des chanteurs, du coupé-décalé en Côte d'Ivoire, et puis aussi issus de la diaspora, donc qui habitent en Allemagne et en France. Et depuis 4-5 ans, en fait, elle a fondé un groupe qui s'appelle La Fleur, et qui est composé essentiellement d'Ivoiriens qui vivent en France, mais également d'Ivoiriens qui sont toujours en Côte d'Ivoire. Et avec Franck Edmond Yao, en fait, ils sont emparés des grands classiques de la littérature française. Ils ont commencé avec Balzac et le roman La fille aux yeux d'or. Ils ont continué avec Zola, Nana, qu'ils ont présenté à la MC93 l'année dernière.
Nana, où est-ce que tu connais le bara? Et du coup, il continue sur la lancée de Nana pour présenter ici une pièce qui s'appelle Nana, n'attrape pas la variole. Et donc, comme chez Zola, en fait, c'est toujours pour continuer à parler de la prostitution, de la sexualité, en fait, de la marchandisation des rapports amoureux, mais aussi des rapports amoureux, sexuels. Chez Zola, vous savez qu'il y a un regard assez moraliste qui est porté là-dessus. Et du coup, là, pour Nana n'attrape pas la variole, il s'inspire des œuvres de Virginie Despentes, King Kong Theory, et puis aussi Des jolies choses. C'est un roman de Virginie Despentes qui parle d'une sœur qui remplace sa sœur morte et qui du coup se libère en fait en remplissant en fait la fonction de sa sœur qui est morte. Et donc c'est une pièce qui crée à nouveau avec toute la troupe, avec des personnes il y a un Mexicain, il y a des Allemands, il y a des Français, donc c'est à chaque fois comment gérer aussi toutes ces langues différentes, puisque la pièce va être jouée aussi bien ici qu'en Allemagne, et puis aussi accepter des régimes théâtraux très différents, des questions à la fois très théoriques, très liées au vécu des interprètes eux-mêmes, et puis aussi la narration, la danse, la musique, et puis le plaisir de la scène en fait. Et pour la pièce d'actualité numéro 11, qui est reprise et que vous avez aussi peut-être vue, alors là c'était une enquête menée dans la scène musicale et principalement musicale. En fait, ça partait du constat qu'il y avait beaucoup d'échanges, en fait, que la scène musicale française était de plus en plus influencée par l'Afrique. Et donc, c'était une enquête sur les mouvements musicaux comme l'afro-trap, notamment, principalement, l'afro-décalé, etc. Et du coup, c'était porté par la troupe, les éléments les plus jeunes, en fait, de la troupe de La Fleur. Et puis aussi plein de jeunes qui vivent ici et qui se sont joints. Donc ils sont une vingtaine sur scène, non ? Oui, en tout, oui. Et des stars, en fait. Oui, avec Ordinateur, un grand danseur qui a dansé pour DJ Arafat. Donc c'est un grand chanteur du coupé-décalé. Il y a Annick Choco aussi qui mène une carrière de chanteuse en Côte d'Ivoire. Alain Gault, qui est aussi un grand danseur d'un autre chanteur ivoirien. Et puis Micha, voilà. Donc nous, on les adore et vous avez dit qu'ils avaient présenté la Jet Set ici, hein, qui vraiment, c'est toujours un peu assez extraordinaire en fait. Bon. Donc ensuite, je dois parler d'un titre à rallonge et qui a des accents absurdes. Shakespeare est mort, Molière est mort, Racine est mort. Et je vous avoue que, fort heureusement, je ne me sens pas très bien non plus. Titre provisoire. Donc, c'est le titre que j'ai donné provisoirement au spectacle qu'on va faire avec le laboratoire pour les acteurs nouveaux. Je vais vous expliquer. Donc, vous savez qu'on a constitué ici, depuis un an, le laboratoire pour les acteurs nouveaux, qui est donc un laboratoire qui est ouvert tous les soirs du mardi au vendredi, qui est gratuit, qui est ouvert à tous et qui a été porté toute l'année par une chaîne solidaire, des artistes qui travaillent à la commune, qui viennent à la commune et qui ont accepté, si vous voulez, de tenir cette espèce de permanence artistique adressée aux acteurs nouveaux, à savoir tous les gens qui sont des premiers, enfin, des gens qui, pour la première fois, viennent au théâtre. Enfin, des gens qui n'ont pas de connaissances, d'expérience du théâtre, mais qui voulaient en faire. Le laboratoire pour des acteurs nouveaux, il est étroitement lié à l'école des actes. Beaucoup de ces acteurs nouveaux sont des participants de l'école, mais pas seulement. Il y a des jeunes d'Aubervilliers qui ne sont pas participants de l'école. Et la question en fait qu'on a adressée pour
faire ce laboratoire, pour le principe qui traverse ce laboratoire, ça a été de demander aux artistes non pas de venir enseigner ce qu'ils savaient déjà, mais de faire l'hypothèse qu'avec ces acteurs nouveaux, des gens donc qui se déterminent quant au théâtre en nouveauté, parce qu'ils n'en ont jamais fait, parce que parfois même ils ne savaient pas ce que c'était, et bien de voir si avec ces acteurs nouveaux, quelque chose de la pratique artistique des professionnels ne pouvait pas être relancé, réinterrogé, restimulé. En gros, c'est le principe de l'école des actes, à savoir, il y a bien des choses qui sont en impasse dans nos disciplines. L'architecture populaire va mal, le théâtre va pas toujours bien, etc. Et l'idée, c'est que c'est avec la rencontre que nous pouvons faire des gens que quelque chose de cette discipline peut être régénéré. Donc, ce sont les gens, les acteurs nouveaux ici, qui viennent un peu en aide au théâtre, qui se sent parfois un petit peu voilà, en impasse ou fatigué. Alors, c'est un principe très joyeux et vraiment une question adressée au théâtre. Comment des acteurs nouveaux font faire du théâtre nouveau? Donc, on a décidé chaque année désormais de faire une création sur ce principe, donc de confier à un artiste la mission de voir s'il est vrai que du théâtre nouveau peut naître de cette rencontre avec les acteurs nouveaux. Comme c'est une question compliquée, je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre le bal, que je fasse la première. Et donc, je vais faire l'exercice. Moi-même, parfois, souvent, je suis fatiguée par le théâtre que je fais. Je crois qu'il a des points aveugles, des impasses. Il me pèse. Je l'aime beaucoup. J'aime le théâtre que je fais. Mais comme tous les artistes, je le crois aussi comportant ses propres impasses. Et donc, l'idée, pour moi, c'est vraiment l'exercice, c'est de faire l'hypothèse, l'espérance que je vais enfin faire quelque chose que je ne sais pas faire et qui va me faire du bien grâce à ces acteurs nouveaux. Voilà. Et on passera le relais l'année prochaine, la saison suivante, à un autre artiste pour qu'il vienne se faire du bien dans ce contexte-là aussi. Tu voulais dire un truc? Non, j'ai juste vu une répétition, c'est ça? Un filage? Oui, une première esquisse. Une esquisse. Ouais. Voilà, et donc c'est assez indescriptible. C'est-à-dire que je suis passé par des questions, des effondrements, une espèce de théâtre amateur qui ensuite était en train de bombarder. Je m'aperçois que tout ce que j'avais vu avant était finalement du théâtre bourgeois. Et que y avait, en tout cas moi j'ai fait une expérience nouvelle de théâtre, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Voilà, donc je vous conseille de venir le voir. En tout cas moi je serai là. Merci. On enchaîne avec Naissance de la tragédie? Oui. Alors, les naissances de la tragédie de monsieur Maxime Curvers. Donc juste dire que c'est une création qu'on a eue cette année dans le cadre du Festival d'automne de Maxime Curvers. Et que là, l'idée que nous a soufflé Maxime, c'est de reprendre la pièce, mais dans une version légèrement différente. Et quelle est la différence? Donc je l'ai créé en novembre dernier ici sur ce plateau. Et la proposition que j'ai faite à Marie-Josée et à Frédéric, c'est de quitter pour un temps les lieux de l'art et pour aller s'adresser à ceux qui en sont normativement malheureusement exclus. Donc mon idée c'est d'aller la jouer dans les centres sociaux, dans des foyers de jeunes travailleurs, dans des endroits où il n'y a pas d'espace public, y compris dans des espaces privés, donc dans des chambres pour 5 personnes, et accessoirement aussi dans des écoles. Voilà. Puisque le spectacle est très léger, il repose sur un acteur et sa subjectivité, donc je crois qu'on peut le faire partout. Pour ceux qui n'ont pas vu, le spectacle... Mais est-ce que les gens pourront le voir? Oui.
ça ne sera pas fermé. Oui, on est en train de chercher, les lieux et donc effectivement, on communiquera sur les dates précises et les lieux. Ça va s'échelonner sûrement sur toute la saison, en tout cas quand Julien sera disponible, puisqu'effectivement ça repose que sur lui. Donc il y aura une partie dans des classes, lycée ou collège. Donc là, peut-être que ce sera pas, là, je pense que ce sera pas ouvert. Enfin, il y aura les élèves, hein, voilà. Mais après, dans les autres espaces, par contre, là, ce sera public, ouais. Tu veux nous dire quand même le principe du spectacle lui-même, parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, somme toute. Le principe est très très simple, puisque j'ai demandé... j'ai voulu faire une pièce pour un acteur, dans une pièce dont le centre soit l'acteur et son imaginaire. Et donc j'ai juste simplement demandé à un acteur de me raconter une représentation qu'il imagine à partir de ce qu'il connaît des traces de la plus ancienne représentation que l'on ait retrouvée en Occident, à savoir les Perses d'Échille en 472 avant notre ère. Donc le spectacle, comme ça, c'est une espèce de navigation à vue par l'acteur des éléments constitutifs de la tragédie, des éléments historiques, mais aussi imaginaires, fantasmés par Julien. Et mon pari, c'est que dans cette traversée, il arrive à lever pour lui-même et avec nous les affects tragiques. Donc, quand tout va bien, c'est une pièce où il pleure beaucoup. C'est une pièce où il pleure beaucoup. C'est très frappant, en fait, comment vous avez chevillé la question, la possibilité pour l'acteur d'être dans la tragédie par sa relation au deuil, et en l'occurrence aussi... on voyait très clairement aussi que la tragédie était née des visions de la guerre, en fait, de la déchirure maximale que procure la guerre, en fait. Ah oui, c'est ça qui frappait le plus. C'était quand il parle de guerre d'il y a 2500 ans, et tout d'un coup, on avait l'impression que c'était celle qu'on devinait, qu'on médiatisait. En tout cas, on n'arrêtait pas de penser à ça à aujourd'hui, ce qui se passait. Donc une fonction du théâtre comme ça, étrangement, alors que c'est une guerre très ancienne qui réactivait les affects, comme tu dis. On était resensibilisés, disons. On avait l'impression d'être resensibilisés à quelque chose qui est médiatisé et qu'on est obligé de canaliser, de ne pas sentir d'une certaine manière. Et là, au théâtre, étrangement, comme si c'était l'endroit où encore ça pouvait advenir, quoi. Justement, les larmes de l'acteur, mais aussi du public. Voilà, ça va être super dans les écoles. Tout ça, non, c'est une très bonne idée. Oui, parce qu'en plus, le théâtre, comme ça, il a une facture très didactique. Enfin, il expose, il raconte, il donne des éléments historiques. Il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit avant, on apprend. Et en même temps, il a un secret, comme ça, à un moment, il nous convoque à un noyau comme ça d'affect, très, 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 très fort, mais par des procédures très douces, en fait, et un didactisme très assumé, même un peu humoristique. Donc ça donne beaucoup d'éléments de connaissance, et tout d'un coup, il y a la rencontre avec ce que fait réellement le théâtre à l'acteur et aux gens, quoi. Alors, on va continuer avec la pièce d'actualité numéro 15 d'Olivier Coulon-Jablonka, dont Olivier, tu vas tenter de nous parler. Oui, donc je vais mener le truc à pas de charge, comme on a dit. Donc, 23 avril, donc encore un peu de temps, mais... donc c'est pas écrit. C'est normal. L'actualité l'en décidera, mais c'est pas une blague en fait quand on dit ça. C'est-à-dire, en fait, c'est juste pour raconter en fait quelque chose du réel de la pièce qui s'écrit. C'est-à-dire qu'on travaille avec, donc on donne des ateliers dans des CHU par exemple, mais on ne sait pas si ça va donner un spectacle encore. Donc c'est pour ça qu'on marque ça, c'est qu'on ne veut pas vous annoncer quelque chose qui est forcément précaire. Et Marion, tu pourrais raconter aussi ça. Enfin, tous les gens qui se frottent aux pièces d'actualité savent qu'on n'est jamais garanti quand on commence quelque chose d'aller au bout. Donc on a plusieurs pistes pour l'instant de travail et je ne peux pas vous en dire plus en fait, je suis désolé.
Mais ce qui est bien, c'est le courage, parce que vous savez qu'au départ, on avait décidé de faire des pièces d'actualité pour tout un tas de raisons, et notamment la principale qui était celle que j'ai exposée aussi pour le laboratoire, pour les acteurs nouveaux, à savoir comment le fait d'être ici, est-ce que le fait d'être à Aubervilliers fait faire de l'art autrement que si on était ailleurs, en fait. Hein. Donc il y avait cette idée, l'art est-il une chose qui naisse d'une situation et du souci d'une adresse précise à des gens précis, bon, ce que je crois. Hein. Mais il y avait aussi un truc qui était interne au mode de production dans le spectacle vivant français, c'est qu'en France particulièrement, et ça c'est une grande douleur pour les artistes, on est obligé souvent de préméditer les spectacles qu'on va faire, de les concevoir 2 ans, 3 ans avant, de faire la tournée des théâtres en espérant que quelqu'un s'intéressera à nous. Et on n'est pas du tout en capacité, du coup, de faire que le théâtre puisse embrasser comme ça, à chaud, les éléments de la vie des gens, en fait, ce qui constitue les éléments brûlants de la vie des gens. Et alors qu'on sait qu'en Angleterre, enfin, il y a des pays où quand même il y a une capacité de production, de réaction très rapide qui permet qu'on fasse, par exemple, une pièce sur les gilets jaunes pendant que les gilets jaunes tiennent les ronds-points. Ici, c'est pas possible, en fait. Donc, nous, on a mis en place les pièces d'actualité aussi pour qu'éventuellement ce soit possible. On l'a pas fait sur les gilets jaunes. Mais de temps en temps, les artistes les plus courageux acceptent de jouer le jeu et disent, bon, c'est une pièce d'actualité, alors j'accepte d'être face au vide et j'accepte vraiment de ne pas distiller à l'intérieur d'une pièce d'actualité un projet que j'avais déjà, mais d'être vraiment livré à la rencontre et au présent, quoi, l'actualité. Oui, mais c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, on passe notre temps à défaire les sujets, en fait. Ouais. De ne pas partir avec des sujets, vous voyez, par exemple, les violences policières, enfin, ce genre de choses. Voilà. Donc on défait les sujets, et donc on tâtonne beaucoup. Voilà. Bon. Aussi, c'est l'espace, ça doit être fait à Aubervilliers, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Donc c'est le temps et l'espace, l'actualité. Non, ça aurait pu s'appeler d'actualité et d'ici. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu veux changer tous les titres, toi, ce soir? Ah oui, tiens, c'est bizarre. Je vais réécrire le programme. Non, ne notez rien, je vais tout réécrire. La pièce d'actualité, c'était une formule rapide. Bon, c'est pas mal, c'est une formule qui finalement est repérée par les gens. Mais c'est vrai qu'elle ne rend pas compte complètement de ce qui est l'enjeu et qui était plus un enjeu, en effet, de situation. Hein. Où sommes-nous qu'est-ce que c'est qu'être à Aubervilliers, quoi. Voilà. Et c'est formidable parce que j'ai vu dans l'introduction, vous avez tous parlé de ça. Finalement, cette invitation à prendre au sérieux la chose, le fait d'être ici, elle a été vraiment comme ça, tout de suite, émouvante pour les artistes, qui ont vraiment cru, senti qu'en effet, la question de l'adresse, le fait d'être ici, pouvait générer un art comme ça, un peu autre. Et ça, c'est super. Voilà, donc ce sera la pièce d'actualité numéro 15. Ça veut dire que on a bien travaillé. On commence à constituer un petit catalogue. Vous allez faire une rétrospective. Non, mais je pense qu'il faudrait un moment, parce que je pense qu'elle pose chouette. Tellement de questions. Un festival. Politiques, formelles. Un festival d'Aubervilliers. C'est vraiment un lieu en d'examen. Août. Ah non, en juillet. Peut-être. Pourquoi pas? Non, mais là, il faut pas oui, ça serait bien, le festival d'Aubervilliers, c'est un bon titre. En tout cas, ça serait formidable, ouais, parce que c'est vrai que ça pose beaucoup de questions formelles, enfin. Qu'on fasse un peu un bilan. Ouais. De tout ça. Alors. La répète. Alors oui. Donc je vais vous parler du spectacle qui s'appelle La Répète, qui est donc mise en scène par, si je puis dire, parce que vous allez voir que c'est une opération un peu particulière, par Sylvia Etcheto et Sophie Beaublache. En fait, pendant 2 saisons ici, Sophie et Sylvia ont tenu un atelier qu'elles appelaient Les Pieds dans le théâtre, et qui permettait aux gens qui y participaient d'être dans ce lieu et de réfléchir activement à tous les éléments qui composent la vie d'un théâtre. Tout ce
d'abord les éléments de constitution de la théâtralité, la technique, le jeu des acteurs, enfin tous les enjeux comme ça de création. Et puis évidemment les éléments imaginaires, narratifs. Donc c'était un atelier voilà, qui procédait par une sorte de visite active, participative, où on finissait par, bien, ayant visité, rencontrer les gens de l'équipe, puis bricoler, toucher, faire bouger la machine et tout ça, on finissait par se mettre soi-même à faire du théâtre. Donc Sylvia et Sophie ont voulu cette fois-ci systématiser le procédé par quelque chose qui est plus de l'ordre d'un spectacle. Ça va continuer à être un spectacle où on est invité à découvrir le théâtre, réfléchir, ah bon, c'est fait comme ça, etc. Et puis il y a un petit enjeu qui va être ensuite de tout rassembler, de tout cristalliser et de constituer à vue, avec les gens qui sont là, une sorte de mini-spectacle de 2 minutes. Les spectateurs vont être acteurs ? Ouais, voilà, les spectateurs vont être acteurs et réfléchir comme ça à tout ce que ça demande en termes de décision, de quoi veut-on parler, comment en parle-t-on. Et ils vont être combien ? Sylvia ? Des groupes de combien ? 2 classes. 2 classes. 2 classes, ouais. Il pleut. Donc voilà, l'enjeu c'est ça, c'est qu'ils prennent en main l'opération. Et nous, on ne pourra pas voir. Non. Ah bon, d'accord. Si, il y a une séance Oui. où on pourra le voir. Ah, Alors, on essaie de faire en sorte aussi que ce soit un spectacle qui puisse être vu aussi par les parents, hein, que les enfants fassent venir leurs parents. Enfin, tu vois, on essaie de faire que souvent les enfants, ici évidemment, découvrent le théâtre par le travail génial que font les enseignants. Et évidemment, on fait toujours en sorte que ce soit le vecteur, que les enfants deviennent les ambassadeurs du théâtre pour leurs parents. Donc voilà, donc ce qui est bien, c'est une fois de plus que là, une fois de plus, le théâtre sera pris en main, les décisions seront prises, enfin voilà, par les spectateurs eux-mêmes qui vont décider, grâce aux outils que vont leur donner Sylvia et Sophie, qui vont décider du théâtre qu'ils veulent faire et comment ils veulent le faire. d'accord. Voilà. Et puis, on va finir cette présentation des spectacles en vous parlant de La vie de Galilée, donc de Brecht, qui sera mis en scène par Émilie Hériteau et Maxime Chazalet. Bonsoir. Du coup, juste en 2 mots, c'est un projet qui du coup s'inscrit dans le laboratoire pour des acteurs nouveaux, dont Marie-Jo a parlé. Cette année, il y avait donc des semaines comme ça où il y avait du théâtre tous les soirs, et à l'intérieur, il y avait ce qu'on a appelé des temps de résidence. Il y en a eu 3, de 2 à 3 semaines. Et un des temps de résidence a été un premier chantier sur la vie de Galilée de Brecht. Dans l'idée de travailler cette pièce, c'est de prendre le temps d'ouvrir une question. Et du coup, on s'est dit que pour l'année prochaine, on avait besoin d'un peu plus de temps pour vraiment pouvoir déplier un travail. Et donc, on démarrerait l'année, et l'année du labo aussi, avec du coup la vie de Galilée de Brecht, dont Émilie va parler. Du coup, la vie de Galilée, effectivement, c'est la vie de ce physicien italien qui démontrait les thèses de Copernic, thèses qui n'avaient pas été prouvées, qu'il a pu prouver, et qui, du coup, chamboulent toutes les représentations de l'ordre du monde et les rapports d'autorité religieux. Donc c'est une pièce qui traite à la fois des questions de la science et de la religion. Et c'est aussi une pièce qui montre comment la science s'indexe sur l'inconnu pour avancer, comment elle a besoin de se fonder sur les intuitions du cœur, quand rien n'est démontré et que seule l'hypothèse tient, la foi dans l'hypothèse, la foi dans la raison humaine, dans la possibilité qu'elle soit expliquée, démontrée. Et c'est aussi beaucoup le travail de l'école, de travailler en s'indexant sur l'inconnu, l'école des actes dont sont issus beaucoup des participants du laboratoire des actes, de se dire qu'il faut inventer ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas disponible, ce qui n'est pas visible, ce en quoi il est difficile de croire parce que tout semble impossible et en impasse dans la situation, et qu'il va falloir qu'on se fie à l'intuition de ce qu'est la justice, et de ces intuitions, on les a dans le cœur. On peut
penser ce qu'on désire, le nommer, mais c'est pas disponible. Donc c'est à ce titre qu'on a choisi de monter cette pièce, parce qu'elle nous semblait faire écho comme ça au travail de l'école. Voilà, et donc on a commencé ce travail sur le premier chantier. Effectivement, il se vérifiait des choses très belles. Et où il y avait un pied d'égalité étrange entre le fait que la question de l'héliocentrisme n'est pas du tout une évidence pour tout un pan de la population du monde, qui n'a pas pu aller à l'école, et inversement, pour les gens qui ont été à l'école et pour qui c'est une forme d'évidence, beaucoup sont bien en peine de le prouver. Et que finalement, on connaît les choses sans savoir comment on les connaît, d'où procède la science, d'où procèdent les inventions et les découvertes. Et c'est ce chemin-là qu'on refait des deux côtés. Pour penser ensemble la situation, le réel. Voilà, donc c'est un projet qu'on a été heureuse de commencer, qu'on va continuer à creuser en partant en vacances avec une partie des participants du labo qui ne partent pas beaucoup en vacances en dehors d'Aubervilliers. Et on va aller quelque part dans les forêts de l'Est de la France avec des lacs et des rivières pour s'isoler et travailler en juillet. On reprendra le travail fin août et début septembre, pour présenter le travail le 19, 20, 21 septembre. Et donc ce sera les journées, les premières représentations qui lanceront ensuite la saison du labo fin septembre. On présentera du coup tout ce qui se passera à la salle des 4 chemins à cette occasion. Et comme le dit Alan, qui est là présent ce soir, en ce moment, La Vie de Galilée se joue à la Comédie Française. Et donc il faut qu'on soit à la hauteur de la concurrence. Oui, en fait, donc ce sera deux représentations, en fait, et c'est un peu la même chose trois représentations quand on avait présenté sur la grande route que Émilie avait mis en scène. On l'avait d'abord présenté à la salle des 4 chemins et ensuite on l'avait repris. Voilà. Moi, je voulais en profiter en fait pour aussi juste donner comme ça quelques nouvelles en fait des productions qu'on fait tout au long de l'année, puisque donc Maxime, Chazalet et Émilie font partie on dit qu'elles sont artistes en résidence, puisqu'elles sont là avec nous depuis le début. Elles sont partie constituante comme ça du projet. Et donc elles ont pu travailler sur leur propre démarche depuis 4 ans maintenant. Et donc elles ont présenté à un moment donné un spectacle, Le Misanthrope. Et donc le Misanthrope a été donné quelques représentations à la salle des 4 chemins il y a 2 ans maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris que le spectacle sera repris la saison prochaine à la Villette. Donc on est très content de ça. Dire aussi que le Don Juan de Marie-Josée sera repris la saison prochaine en début de saison à la MC de Grenoble, à la MC2. Également, la naissance de la tragédie de Maxime sera repris à Actoral à Marseille dans le cadre du festival Actoral et également au Théâtre Garonne. Je sais qu'Olivier reprend une pièce qu'il a fait pour le jeune public qu'on avait présentée au moment de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Europe de foot. Socrate, à partir de Socrate, sur un texte d'Olivier Sacomano, donc un auteur d'aujourd'hui. Et donc ce spectacle sera repris cet été au Festival d'Avignon. Jérôme, lui, il a son actualité habituelle. Maintenant, c'est limité parce que les tournées ne doivent pas comporter des vols d'avion. Donc voilà. Et les spectacles de Marion, il y a plus de, je crois, de 50 dates la saison prochaine avec les 3 spectacles qu'on a évoqués de Marion. Voilà, donc c'est chouette aussi de savoir que les spectacles sont donnés ailleurs et que d'autres publics que celui d'Aubervilliers peut les découvrir. Voilà. Juste pour faire un dernier petit présentation de projets qui ne sont pas des spectacles mais qui sont mis en œuvre. Donc vous tenir un petit peu au courant de choses qu'on va développer l'année prochaine, notamment dans l'école des actes, plusieurs choses qui nous stimulent beaucoup. On a décidé d'ouvrir une formation professionnalisante, qui va d'abord se donner sous la forme d'un premier prototype. Enfin, voilà, on va essayer de concevoir un module de formation en association avec
un gars qui s'appelle Erwan Kézar, qui est assez célèbre parce qu'il avait créé à Montreuil une formation qui s'appelait Le Simplon, dans laquelle en fait il formait au langage numérique et à la fabrication des objets connectés beaucoup de jeunes qui étaient déscolarisés, qui n'avaient pas de formation ou qui venaient de l'étranger. Cette école, le Simplon, est devenue d'ailleurs une école qui a un peu pignon sur rue, qui est devenue une des écoles les plus prisées dans la discipline, et qui maintenant, en fait, que Erwan a voulu quitter parce qu'elle était devenue une école un peu lucrative, où finalement c'était plus les enfants de la bourgeoisie qui s'inscrivaient à la formation, parce qu'ils savaient qu'ils étaient si bien formés qu'en sortant, ils trouvaient des jobs avec des salaires faramineux. Donc Erwan a voulu quitter cette première entreprise qu'il avait créée et qui ne correspondait plus à son objectif. Et il nous a proposé de créer, donc, dans le cadre de l'école des actes, une formation de ce type, qu'on va ouvrir à tous les jeunes d'Aubervilliers. L'enjeu est donc de faire que ces langages numériques soient appropriés par les jeunes d'ici. Et l'expérience d'Erwan a prouvé que quand on donne à ces jeunes les moyens de maîtriser ces langages, ils sont hautement créatifs. Donc l'enjeu, Erwan a une intuition, il est persuadé que c'est par cette jeunesse-là que passent évidemment de nouveaux usages politiques, pertinents, hautement intelligents de ces outils numériques et de ces langages. Donc on est très heureux de mettre ça en place, on a trouvé les partenaires et c'est formidable, je crois. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, par cette formation, on va essayer d'aller plus loin dans l'objectif qu'on s'est donné, qui est aussi l'enjeu du partenariat, du projet européen qu'on veut monter. Cet objectif étant, comme vous le savez, qu'il y ait la rencontre de ce qu'on a appelé les trois jeunesses. La jeunesse artistique, intellectuelle, celle aussi d'Erwan, qui est un jeune homme comme ça, donc qui maîtrise très bien son sujet, cette jeunesse-là, la jeunesse populaire, des villes comme celle d'Aubervilliers, et la jeunesse du monde, celle donc composée par les jeunes qui arrivent par les voies qu'on sait de la migration des pays étrangers. Et il nous semble très important aujourd'hui politiquement, j'évoquais en introduction l'Italie, il nous semble très très important aujourd'hui que ces trois jeunesses se rencontrent. Le plus difficile étant de faire que la jeunesse populaire rencontre les deux autres. Parce qu'on voit très bien qu'à l'école des actes, la jeunesse intellectuelle et artistique et la jeunesse issue de la migration convergent assez facilement. Le plus difficile, c'est de trouver à manifester suffisamment de confiance pour que... manifester qu'ils peuvent avoir confiance pour que les jeunes issus de la jeunesse populaire sentent qu'ils puissent venir travailler avec nous. Sinon, je pense que dans l'époque aujourd'hui, la division de ces jeunesses peut être catastrophique en fait. Donc un projet comme celui-ci, qui est un projet d'émancipation, de réappropriation des langages, la possibilité de s'exprimer via les nouveaux langages, et qui est suffisamment comme ça concret et indexé sur la culture des jeunes, nous a paru un très bon projet pour que convergent les trois jeunesses en fait. On va essayer de monter donc un projet européen sur cette idée-là aussi, avec des pays d'Europe partenaires. Donc vous avez compris qu'il y aura Palerme, et sans doute l'Allemagne, et sans doute des pays aussi de l'Est. On a aussi un projet qui est à l'œuvre, qui est porté avec nous par les nouveaux commanditaires. Les nouveaux commanditaires, c'est une opération qu'a montée la Fondation de France à l'initiative d'un artiste, François Hers, qui avait un credo qui disait la commande artistique jusqu'à présent, pendant longtemps, elle a été portée par les princes et les églises, puis par les États. C'était les seules figures en capacité de passer commande à des artistes.
Mais cet artiste disait, s'il est vrai qu'on est en démocratie, alors il faudrait que n'importe qui, n'importe quel citoyen, quel qu'il soit, puisse passer commande d'une œuvre. Et ils ont établi un grand programme qui est assez célèbre désormais. Ça a commencé plutôt par un programme en art plastique et en architecture. Ils se sont mis comme ça à enquêter pour savoir s'il y avait des commanditaires populaires. Bon, l'enjeu, c'est que l'œuvre ait une portée d'intérêt pour tous, en fait. Que le commanditaire ne décide pas de la garder dans sa chambre. Et donc, ils ont mis en contact des commanditaires populaires, des villages, je sais pas quoi, des associations de bouchers, de pétanquistes, enfin, des commanditaires populaires, et ils les ont mis en contact avec des très très grands artistes de réputation mondiale, en fait. Et les nouveaux commanditaires cherchent maintenant à élargir leur programme aux arts de la scène, parce qu'ils disent jusqu'à présent on n'a pas eu de commande d'opéra, de tragédie, personne ne nous a demandé. Donc avec eux on a deux projets. Donc le projet d'une commande qui naîtrait de la population d'Aubervilliers, et on a une commande aussi qui va être instruite au sein de l'école, et qui était que les gens de l'école voulaient faire une série télé, ce qui est chouette. Et donc les nouveaux commanditaires, donc ils ont dit on va vous aider à faire ça. Donc on va mettre au travail une série télé à partir de l'école. Voilà. Au titre des projets nouveaux, je crois que j'ai à peu près fait le tour. L'Europe, les Fab Labs et... Cet argent, il vient d'où, les nouveaux commanditaires? Alors, les nouveaux commanditaires, c'est la Fondation de France. C'est un peu, comme me l'a dit un ami, la légion romaine du mécénat. Ils sont assez trapus en termes de capacité financière. Donc ils apportent le premier argent, et ensuite ils se donnent pour responsabilité de trouver tous les partenaires nécessaires au montage du projet. Donc c'est eux qui prennent en main les questions de production. Et aussi, ils utilisent en quelque sorte leur force de frappe, leur notoriété, parfois dans des contextes qui ne sont pas ceux d'Aubervilliers, parce qu'à Aubervilliers, on a la grâce d'avoir des partenaires publics, la mairie, le département, qui sont toujours complètement encourageants et favorables à nos projets. Mais parfois, il y a des contextes où il faut lever aussi des obstacles politiques. Il y a des projets... et donc, les nouveaux commanditaires se font forts de faire une pédagogie auprès des élus et d'aller trouver l'argent. Voilà. Tu ne connaissais pas? Si, j'avais entendu parler. Mais je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc ça, on est content de le faire parce qu'on s'était toujours donné aussi comme mission d'être un peu des aiguillons, essayer de trouver des nouvelles modalités, des nouvelles manières de faire. On n'a pas peur, on cherche à dynamiser toutes ces affaires-là. Quels sont les moyens qu'on se donne? Sur quoi porte l'émancipation aujourd'hui? Et vraiment avec l'émotion, le souci que je vous ai dit, qui est la question de ces jeunesses dont il ne faut absolument pas admettre qu'elles puissent se dresser les unes contre les autres, en fait. Parce que c'est ce qui se joue dans les pays où dramatiquement la bascule vers le fascisme a lieu, c'est qu'évidemment on voit qu'il y a une opposition entre les jeunesses, en fait. Donc nous, autant qu'on peut, en tout cas, on a éclairci ce motif. Et on s'est dit, c'est là-dessus que doivent porter maintenant les efforts des lieux culturels comme le nôtre, en fait. Donc on se donne des moyens concrets, nouveaux, sur ces questions. Fred, tu veux nous parler Oui, il pleut encore, donc on peut juste prolonger un tout petit peu. C'était pour évoquer quelques projets, en fait. Donc je ne vais pas énumérer, mais on va mettre en place des rencontres autour des spectacles. Vous savez qu'on teste des choses, différentes formes, etc. Donc l'année prochaine aura également lieu comme ça ces expérimentations de rencontres, de débats, etc. Mais je voulais signaler donc la poursuite de quelque chose qui nous tient à cœur, qui est le séminaire d'Eddy, comme on l'appelle en fait, qui est le séminaire de dramaturgie que Eddy Daranjou dirige donc depuis 2 ans maintenant. Donc vous vous rappelez, Eddy, on l'a rencontré il y a quelques années, enfin la première année où on est arrivé avec Marie-Josée, puisqu'il a fait un stage ici de plusieurs mois, et de là est née une complicité, voilà.
et une amitié artistique et humaine. Ensuite, Eddy est parti au TNS et il sort du TNS là au mois de juin et il vient s'installer à Aubervilliers, je crois fin juillet. Il a déjà son appartement qui est prévu et donc on est très heureux de ça. Et donc il sera également bientôt un des artistes associés de la commune. Et donc le séminaire, donc c'est un séminaire de dramaturgie. Il y a 6 séances dans l'année. Chaque année, on modifie en fonction de l'expérience. À chaque fois, il s'appuie sur un des spectacles présentés. Et cette année, la particularité, donc c'est un séminaire dont le public, en fait, les destinataires principaux, en fait, sont des élèves de conservatoire, voilà. Et donc cette année, la première partie, donc ce sera Eddy qui proposera à chaque fois une grille de lecture très spécifique et qui sera explicitée à chaque fois sur la pièce vue par tous. Et la deuxième partie, ce seront les étudiants eux-mêmes qui, à travers un protocole formel qu'il proposera, rendront compte de leur lecture, mais de façon peut-être plus sensible et en lien avec leur pratique de jeu. Voilà. Donc on est très heureux parce qu'on a des partenaires comme ça fidèles, historiques, le CRR de Paris, avec son professeur Alain Ginsburger, également le conservatoire du Kremlin-Bicêtre, de Frédéric Merlot, le CRR d'Aubervilliers La Courneuve avec Laurence Cos, et puis des nouveaux venus comme le conservatoire de Pantin, de Bobigny et d'autres encore. Voilà. Donc je le signale parce que c'est un séminaire qui est malgré tout ouvert à tout le monde. Je sais qu'il est fréquenté aussi par des jeunes artistes, etc. Donc voilà. Vous direz également qu'on va ouvrir cette année 2 ateliers pour les jeunes en partenariat avec l'OMJA, l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers. Donc un atelier pour les 10-14 ans qui sera dirigé par 2 personnes, donc Nina Fourier, et Ismaël Meïté. Donc c'est un atelier d'initiation pendant les vacances scolaires au théâtre et au coupé décalé. Voilà. Et puis un autre atelier pour les plus grands, 15-18 ans on va dire, et qui là, lui, aboutira à un spectacle qui sera présenté sur ce plateau même en mars et qui sera... cet atelier sera dirigé par Édouard Penaud, qui est un jeune artiste qui a fait son stage cette année. Il était en 4e année du Conservatoire de Paris. Et lui aussi s'est installé au Aubervilliers. Et donc, il a beaucoup aimé voilà, ce qu'il a traversé ici. Et du coup, ça nous a paru logique là, de lui confier donc, une mise en scène d'un spectacle avec des jeunes d'Aubervilliers qui seront présentés ici. Et des jeunes de l'OMJA et des jeunes voilà, d'une manière générale qui sont habitants ici. Dire aussi qu'on continue évidemment, et je tenais à les saluer, les partenariats historiques et néanmoins fidèles du lycée Le Corbusier et puis du lycée Henri Vallon avec les ateliers de bac théâtre, comme on dit, option ou pas. Donc Benoît Coutelot et Valérie Jude pour le lycée Le Corbusier, Lamartine, pardon, et Françoise Aurin pour le lycée Le Corbusier. Voilà. Sinon, je voulais dire également qu'il y a des petits changements qui vont intervenir au niveau de la communication. En fait, en l'occurrence, le site internet, on est en train de travailler dessus, donc ce sera prêt à la rentrée. On voulait un site internet qui rend un peu mieux compte de toute l'activité qu'on fait, que vous avez compris, qui est assez dense, foisonnante. Donc on trouvait que le site actuel ne rendait pas tellement compte de ça. Il avait été pensé au départ, en fait, hein, donc vraiment avec nos lignes comme ça de force, les pièces d'actualité, les productions, les artistes associés, etc. Mais tout ce qui se passe tout au long de l'année n'était pas présent. Donc là, on a repensé une structuration de ça, et notamment on va essayer de mettre en valeur finalement les ressources documentaires qu'on a accumulées depuis 5 ans. Les séminaires d'Alain Badiou, les émissions contre-courant, tout le travail qui est fait à l'école des actes, qui n'était pas présent sur le site, etc. C'est assez énorme, et donc là on est en train de voir comment toute cette richesse peut être mise en partage.
Et donc ce site sera réalisé par les graphistes avec qui nous travaillons depuis le début, l'agence de Valence, et nous sommes très fiers de vous annoncer qu'ils viennent d'obtenir le grand prix du prestigieux festival de l'affiche et du graphisme de Chaumont pour une série d'affiches qu'ils ont réalisées pour la commune. Ce sont donc les affiches que vous voyez défiler derrière moi. Je sais qu'ils me pardonneront, mais je voulais citer la présidente du jury de ce festival, qui a dit, donc Fanette Mélier, qui est elle-même graphiste, donc elle souligne, je la cite, « C'est aussi un prix attribué aux commanditaires, car la coopération entre la commune et de Valence donne des résultats dont la qualité s'affirme au fil des ans. Une telle liberté dans l'invention des affiches repose sur la confiance de la directrice du Centre dramatique, Marie-Josée Malice. » Voilà. Donc je sais qu'ils comprendront... Voilà, ça fait plaisir, comme on dit. Donc c'est pourquoi nous leur avons commandé des sacs que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Vous savez qu'on est très attaché ici au texte et aux énoncés. C'est pourquoi ce sont des sacs avec des inscriptions que l'on a tirées d'œuvres qui nous importaient. Voilà. Donc vous les découvrez tout à l'heure. Il y a 3 types de sacs. Enfin, il y en a 2 qu'on rend publics, un qu'on cache un peu. Et juste vous dire que donc, ces sacs seront vendus et que les recettes seront reversées à l'école des actes. Voilà. Pour terminer, je vais rapidement parler des tarifs que nous avons légèrement modifiés, puisque donc les tarifs individuels ont légèrement augmenté, puisqu'on n'y avait pas touché depuis 4 ans maintenant, très légèrement à vrai dire, mais en contrepartie, les avantages de la carte commune se sont développés, puisque le prix de la carte commune a baissé, et le prix auquel il donne droit est resté inchangé. Donc vous savez, on a la carte commune, on l'achète une fois, et puis ensuite on a un tarif, pour tous les spectacles, tarif unique à 8 €. Et il y a des nouveautés, puisque lorsque vous avez cette carte, vous pouvez faire bénéficier à celui qui vous accompagne d'un tarif exceptionnel à 10 €. Voilà. L'autre nouveauté, c'est que la carte est valable pendant un an, de date à date. Donc ce n'est pas par saison, mais c'est plutôt si vous l'achetez au mois de février 19, elle sera valable jusqu'en février 20. Voilà. Et vous dire que, vous le savez, c'est en venant découvrir plusieurs spectacles que l'on perçoit ce qui est cherché dans un lieu, ce qui guide les choix, l'esprit qui s'y dégage. Et quand ça opère, c'est ainsi qu'en retour, lorsqu'on vient dans un lieu que l'on connaît, on se trouve dans une certaine disposition pour recevoir une démarche artistique. C'est vrai ça dans tous les théâtres publics, mais vous m'accorderez que c'est particulièrement vrai à la commune, je crois. Et donc effectivement, je pense que bien sûr on peut venir une seule fois, mais c'est souvent quand on a vu le travail de Marie-Josée, une pièce d'actualité et le spectacle des artistes associés que l'on comprend les enjeux qui nous importent et que vous pouvez voir aussi comment nous arrivons ou pas à tenir ces fils en même temps. Et voilà, bon, bref, tout ça pour dire qu'il faut venir plusieurs fois à la commune. C'est pourquoi vous devez vous procurer cette carte commune. Et exceptionnellement, pour ceux qui se la procureront ce soir, nous vous offrons le sac designé par nos graphistes préférés. Voilà. Bon ben voilà, on a fini notre présentation de saison. Merci à tous.